Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avanti. On est très content de vous retrouver comme chaque semaine, même s'il pleut à la fois sur la Kuntea, sur l'Alliance Riviera, dans nos cœurs, un peu partout. Lendemain de défaite, alors on va peut-être pas ressortir l'émission thérapie tout de suite, mais quand même, je pense qu'on a besoin de parler de cette défaite, la première en championnat à la maison en plus, 2-0 face à l'Olympique Lyonnais. Bon, un match qui malheureusement peut-être bien commencé, mais rapidement tourné dans un scénario qu'on connaît bien à Nice, c'est l'inefficacité offensive. Ça marche face au dernier du championnat, mais peut-être pas face à une équipe européenne comme l'Olympique Lyonnais. Rater le coche de raccrocher la deuxième place du coup et de doubler nos voisins marseillais. Tant pis, mais bon, pas de panique non plus. Peut-être que certains y cèdent sur les réseaux sociaux. On va voir si dans cette émission on en est à ce niveau-là ou si on essaie de relativiser avec le fait qu'on est quand même toujours troisième. Je pense qu'il y aura un peu de deux ambiances, sans vouloir spoiler la suite du programme. Mais voilà, l'idée c'est de voir ce qu'on peut retenir de cette défaite. On n'avait plus l'habitude, c'est vrai, mais voilà, il y a forcément des enseignements à tirer pour Francaise et pour ses hommes. Bref, ça c'est pas mon boulot. Mon boulot c'est quand même de vous faire passer un bon moment, de vous divertir, probablement de dire 2-3 saucisses. Vous avez l'habitude, et puis surtout d'accueillir mes chroniqueurs du jour. J'ai le plaisir d'être avec Jérémy tout d'abord. Salut Jérémy, comment ça va? Salut Sky, salut à tous. Écoute, un peu saoulé par par le match d'hier. Alors ouais, évidemment, je vais quand même essayer d'être nuancé. On va pas gagner tous les matchs et ça, on savait que ça allait arriver à un moment donné. C'est plus la manière qui m'a dérangé. Mais je vais revenir un peu sur là-dessus pendant toute l'émission. Et en tout cas, ravi d'être avec vous comme d'habitude. Ouais, c'est l'essentiel. Au moins, on est ensemble pour en parler et pour nous délester de ça. Donc déjà, c'est la moitié du boulot qui est faite. Jérémy, tu dis qu'on ne peut pas gagner tous les matchs. Noah avait pronostiqué ça, 12 sur 12 sur les 4 prochains matchs. Bon, c'est déjà raté. On va lui reconnaître qu'il avait bien vu la série d'avant des 9 sur 9 face au dernier. Noah, déjà bienvenue. Ça nous fait plaisir que tu sois avec nous. Du coup, dans quel mood tu es? J'espère que tu n'avais pas mis trop d'argent sur ton 12 sur 12? Salut Sky, salut Jérémy, salut à tous. Non, j'avais pas parié. Je me suis dit bon, pourquoi pas Lyon. On était sur une bonne série, 4 victoires d'affilée. Mais bon, on peut pas gagner tous les matchs. Hein, c'est le propre du football. Hein. On peut pas rester invaincu. On n'est pas le Paris Saint-Germain. On n'a pas le niveau. On n'a pas le budget encore. Mais voilà, ravi d'être avec vous pour débriefer ce match haut en couleurs, mais malheureusement des couleurs ternes. Putain, en plus en disant, est-ce que t'as pas parié beaucoup d'argent? Je suis en train de calculer si t'avais 18 ans et si t'avais le droit de parier. Mais oui, c'est bon, tout va bien. Ah oui, oui, Voilà, oui. j'ai un petit moment de sueur là sur le front. Je me suis dit, oh putain, qu'est-ce que t'es en train de dire, il est en train de faire? Bref, parier c'est mal, vous le savez, blablabla. En fait, en réalité, faites bien ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci, surtout si c'est de l'argent que vous avez durement gagné. Bref. En parlant de durement gagné, l'Olympique Lyonnais a durement gagné face à l'OGC Nice, 2-0, un succès qui est intervenu en toute fin de rencontre, 2 buts de Cherki et de Noama à la 79e et la 83e minute. Bon alors Noama en plus de du coup écraser les derniers espoirs niçois. Je vais faire une rêve de boomer de ouf, mais alors moi son nom il me fait penser à la chanson d'Ozone, Noama Noyer. Voilà. Bon, alors je pense que Jérémy doit avoir la ref. Noah Ouais. Ah, beaucoup peut-être pas moins. moi. Voilà, oh la vache, le coup de vieux que tu nous mets, gros, vraiment. Voilà. Ouais. Voilà, l'été 2004, pour ceux qui étaient là, on représente. Bref, du coup, 2 buts de Cherki et de Noama, une première défaite de la saison à domicile. Alors, on va pas se la jouer en disant qu'on la voyait venir, mais le scénario du match, déjà, vous l'avez vu, donc vous le connaissez, et puis vous connaissez l'OGC Nice. Une domination outrageuse en termes d'occasion, d'opportunité, de situation, appelez ça comme vous voulez, lors du premier acte, peut-être même de la première heure de jeu. Et puis, quand ça passe pas, après, les choses se délitent très lentement jusqu'à se faire punir parce que comme on le disait, Lyon c'est pas Montpellier, c'est pas Riron, c'est pas Valladolid. Bref, face à une équipe qui peut se permettre de sortir du manche Cherki et Noama, c'est tout de suite plus compliqué de faire n'importe quoi devant les buts. Maintenant qu'on a dit ça, messieurs, je vais faire une petite première prise de température. Alors promis, on fait ça sous la langue ou sous les bras dans cette émission. On se connaît pas encore assez bien pour faire ça ailleurs. Petite prise de température. Est-ce que forcément déçu? Ça je me doute, mais à quel point vous sentez que ce match était important, on va dire, pour la suite de la saison de l'OGC Nice, et à quel point pour vous c'est un tournant raté ou juste la déception d'avoir perdu un match, ce qu'on n'avait plus l'habitude, il est vrai, ces dernières semaines. Pour moi, c'est plus la déception de perdre ce match-là, parce que de toute façon, au classement, on avait quand même fait le travail sur les matchs d'avant. Là, on a quand même la chance que Marseille perde, que Monaco ait été tenu en échec à Toulouse, par exemple. Bon, il y a Lille qui a gagné contre Montpellier, mais ça, c'était quand même... Nous aussi, on a gagné contre Montpellier, donc c'était quand même très probable.
Après, voilà, c'est plus la manière, moi, qui me dérange, sans tomber dans le pessimisme ou quoi. Ah, on a raté le coche. Non, enfin, si à partir du moment où dès qu'on perd un match, on dit qu'on a raté le coche, on n'a pas fini, quoi. Donc voilà, c'est pas, pour moi, c'est pas ce qu'il faut retenir. C'est plus le pourquoi on a perdu le match qui m'agace. Il y a quand même deux choses. Je sais pas si je développe maintenant ou après, mais en tout cas sur le classement. Et sur le nombre de points, ça m'affecte pas trop non plus. Parce que de toute façon, on savait que c'était un des gros matchs qui nous restait. Bon, ça s'est mal passé, mais vu qu'on a quand même fait le travail avant, on le paye pas trop au classement. Donc voilà, on va dire que il faut quand même rester pas trop pessimiste. On savait qu'on allait quand même perdre des matchs. Mais je vais revenir dessus, voilà, c'est plus pourquoi on a perdu et pas. On parlera du contenu après. On va laisser faire une petite prise de température auprès de Noah. Du coup, bon, Noah, fin de série, comme on le disait, plein de séries, les victoires, l'invincibilité à domicile, voilà, plein de choses. C'est dommage dans le contenu, et ça va être le cœur de l'émission, comme le disait Jérémy. Mais sans vouloir influencer ta réponse, au classement, il y avait quand même, par rapport justement aux contre-performances de nos concurrents qu'évoquait Jérémy à l'instant, il y avait aussi un très beau truc à faire. Malheureusement, c'est raté, même si ça n'a effectivement pas de conséquences et qu'on reste bien accroché sur le podium. Tout à fait, Sky. C'est voilà, fin de victoire, de série de victoires d'affilée, fin de d'invincibilité à domicile. Donc forcément, gros coup au moral quand on est supporter de l'OGC Nice en ce lundi. Maintenant, voilà, c'est sûr que quand on analyse le résultat de cette journée de championnat, d'un point de vue comptable, on n'est pas très affecté. Voilà, Jérémy a évoqué les contre-performances de Monaco, la victoire de Lille, etc. Donc c'est pas quelque chose qui nous atteint, mais c'est sûr que si on se projetait dans la victoire, on recollait avec l'Olympique de Marseille qui avait possiblement ou non une différence de but plus favorable. On mettait à 5 points Lille, on mettait à plus d'une dizaine de points Lyon. Donc oui, c'était des points, enfin c'était une victoire à prendre et donc voilà, c'est malheureux que ça se termine comme ça. Et voilà, on va revenir sur le contenu très rapidement de ce match car voilà, il y a beaucoup de choses à dire et à revoir malheureusement. Ouais, on fera un petit point classement. De toute façon, bah, si vous les avez, vous l'avez fait, messieurs, à l'instant, mais plus chiffré sur le calendrier. Il y aura probablement une deuxième belle opportunité, une deuxième chance dès le week-end prochain pour le GC Nice de se rattraper et d'aller titiller cette deuxième place. Mais on en parlera en fin d'émission. On revient sur ce Nice-Lyon, du coup, cette défaite 2-0, et on commence comme d'habitude par la composition des équipes. Je serais tenté de dire pas de surprise, voire même aucune. Je vais vous dérouler ça rapidement. Marcin Bulka dans les buts, une charnière à 3, Bombito, Youssouf Dante, les pistons, Melvin Barré, Jonathan Kloss, l'association au milieu Boudaoui Santa Maria et le trio offensif devant Guessant, Shaw, Laborde. On est, messieurs, dans du terrain connu, voire très très connu. Ça fait du bien de pouvoir aligner la même équipe, ou en tout cas une équipe essentiellement similaire sur plusieurs matchs d'affilée. Donc bien sûr, défaite il y a, donc on pourra commenter des prestations individuelles et collectives et peut-être se projeter sur un what if, enfin une alternative que pourrait développer éventuellement Francaise dans les prochaines semaines si d'aventure ça devait s'imposer. Mais voilà, avant le match, on va dire, si on se met dimanche après-midi, on s'attend à avoir cette composition d'équipe. Il n'y a pas vraiment de surprise et c'est l'équipe en forme. Voilà, je pense que vous en conviendrez, ou en tout cas, je sais pas ce que vous a inspiré ce 11. Mais selon moi, je pense que 99% des supporters du gym auraient probablement misé sur voir ces joueurs sur la pelouse hier soir. Ouais, totalement. Bon après, je pense que il va falloir faire un ou deux petits changements à un moment donné quand même. Mais après, oui, c'était la compo attendue. Il n'y avait pas vraiment de surprise. Après, c'est bien, voilà, de pouvoir aligner toujours quasiment la même équipe qui commence à bien se connaître maintenant. Mais voilà, je pense que il y a peut-être un ou deux changements qu'il va falloir faire, notamment offensivement. Ok, on en parle dans quelques instants, du coup, en déroulant la performance des Aiglons ce dimanche soir. Noah, sur la compo, alors on sait que t'es pas le plus grand fan de la défense à 3, et ça se défend tout à fait. Maintenant, c'est ce qui nous a aussi permis d'avoir des très bons résultats tout au long de la saison, et notamment cette dernière série. Ça, tu nous le rappelais hors antenne, ça nous a aussi quand même bien réussi dans des gros matchs clés. Je pense notamment à Marseille. Du coup, quand bien même on aurait, nous, supporters de foot, une sensibilité différente, on s'attendait à voir ça, et c'est dans la logique de ce que Francaise a voulu aligner ces dernières semaines. Tout à fait.
c'est voilà le système préférentiel de Francaise. On en parle dans toutes les émissions, ce 3-4-3. Maintenant, voilà, Jérémy l'a évoqué et j'ai eu peur qu'il balance son nom parce qu'il m'aurait volé mes quelques minutes d'antenne. C'est voilà, moi pour moi, très très sincèrement, je pense voilà, un turnover offensif est important, surtout notamment sur ce poste d'ailier gauche où oui, Mohamed Ali Chaud est un très bon joueur, techniquement est très très bon, mais j'aurais bien aimé voir l'homme en forme de ce gym, pour moi, qui est Sofiane Diop, titulaire dans ce couloir gauche, qui rentre faux pied. Voilà, pourquoi pas essayer de beaucoup plus provoquer cette défense lyonnaise que Evan Guessant a très bien su faire. Mais donc, voilà, pas de surprise, certes, Sky, tu l'as totalement dit, mais pourquoi pas, j'aurais aimé voir Sofiane Diop titulaire lors de ce match. Bah, puisque c'est le sujet que vous évoquez spontanément tous les deux, commençons par là, en parlant du match. Alors, vous savez, j'aime bien faire un point statistique, ça fait genre j'ai bossé l'émission et tout. L'OGC a quand même tiré 18 fois au but, donc on peut pas dire qu'on ne s'est pas procuré d'occasions et de situations. Seulement 4 tirs cadrés, ça soulève d'autres questions, effectivement. Mais surtout une impression, et là on parle du sentiment et du vécu, peut-être plus que d'une logique footballistique et scientifique, mais quand même l'impression qu'on a encore gâché énormément d'opportunités d'ouvrir le score et peut-être même de se mettre à l'abri ensuite, et que les hommes très en forme des dernières semaines le sont un peu moins. Donc on a souvent loué le fait que le danger pouvait venir de partout à l'OGC Nice, qu'il y avait vraiment un nombre très très varié de buteurs et de passés décisifs. Mais là on se rend compte qu'en fait quand les joueurs stars entre guillemets offensifs de l'OGC Nice n'arrivent plus à être décisifs ou font les mauvais choix devant les buts, bah ça devient de facto très compliqué, et c'est un peu là-dessus, je pense, que l'OGC Nice a payé son match et sa défaite. On parlera de la défense qui est peut-être pas non plus tout à fait innocente sur les 2 buts, mais commençons par l'attaque puisque vous en parlez. Et bah, enfin, vous avez sorti notamment le nom de Mohamed Ali Chaud, mais je pense qu'on va parler des 3 qui sont dans des situations différentes. Gaëtan Laborde qui n'a plus la même série d'efficacité qu'au tout début de l'année civile. Evan Guessant qui fait une saison stratosphérique, et c'est pas parce qu'il y a un match où il ne state pas qu'il a été mauvais nécessairement ou qu'on remet quoi que ce soit en cause. Mais le fait est que sur ce match, ces 3 joueurs étaient en dessous du très haut niveau qu'ils ont montré sur la première partie sur le tout début de cette année civile, probablement aussi grâce aux bonnes performances des Lyonnais et en tête leur gardien. Mais aujourd'hui, en fait, ma question est toute simple, hein, c'est est-ce que vous pensez juste que ces joueurs ont été longtemps sur régime? Est-ce que vous pensez que c'est un épiphénomène là d'un match? Est-ce que vous pensez, et je pense que c'est une partie de la réponse que vous avez déjà donnée, qu'il y a un moment donné où la concurrence elle doit exister, qu'on est content de pouvoir aligner la même équipe plusieurs matchs d'affilée, mais maintenant qu'on a récupéré au hasard un joueur comme Jérémy Boga, comme Sofiane Diop, et demain très rapidement comme Terem Moffi, et peut-être que ces questions doivent se poser, doivent germer dans la tête de Francaise. Ouais, alors tu fais bien aussi de parler de la défense, parce que bon, c'est vrai qu'on parle beaucoup. On en parlera après. On se fait une petite ligne, mais ce que je veux dire, c'est que globalement, c'est vrai que la majorité de l'équipe est passée un peu à côté. Après, voilà, sur l'aspect offensif, j'en ai quand même parlé pas mal de fois dans les dernières émissions, et c'est un peu paradoxal parce qu'on marquait quand même pas mal de buts. Après, voilà, c'est sûr que quand on se procure autant d'occasions qu'on en a eu, par exemple, contre Montpellier, pour moi, qui est le match vraiment référence à ce niveau-là, on ne gagne que 2-0 alors qu'on a un nombre d'occasions et de situations qui est incalculable. Là, voilà, ça nous a coûté cher hier soir. On parlait de Mohamed Ali Chaud. C'est un joueur que j'apprécie énormément aussi parce qu'il a une capacité à créer des situations et des occasions qui est quand même assez exceptionnelle. Par contre, à un moment donné, il va quand même falloir un petit peu jouer juste, parce que franchement, hier soir, à un moment donné, en première mi-temps, c'était vraiment abusé, quoi. Le nombre de centres en retrait, le nombre d'actions où il a créé des espaces, et en fait, au final, ça n'aboutit à rien, parce que, en fait, il prend trop de temps. Tu vises le défenseur quand tu fais un centre, tu vises le gardien quand tu fais un tir. Il n'y a pas que lui, voilà. Mais bon, en tout cas, hier, ça a été beaucoup de fois le cas, et ça a été beaucoup de fois le cas aussi sur les matchs précédents. Donc voilà, c'est dommage parce que c'est un très bon joueur, et ça pourrait être encore un meilleur joueur s'il avait cette finition, même pas finition devant les buts, hein, je parle de finition mais en général, plus de justesse technique. Gaëtan Laborde, pareil, je veux dire, sur les derniers matchs, c'est compliqué, il loupe pas énormément d'occasions, mais il en loupe au moins une énorme à chaque match, hein. Contre Saint-Etienne, en début de match, il en loupe une. Contre Montpellier, pareil, quand on mène 1-0 avant la mi-temps, il en loupe une énorme. Là, hier, en début de match, pareil, il loupe le ballon carrément.
Alors, il fait beaucoup d'efforts et il est très important dans le jeu, mais pareil, voilà, dans ce genre de match-là, il faut pas louper autant d'occasions et il faut jouer juste. Evan Guessant, je trouve pas qu'il ait fait un mauvais match. Je trouve que la plupart des grosses occasions sont passées par lui aussi et c'est celui qui a été le plus efficace, j'ai envie de dire, devant. Mais voilà, et moi, ce qui m'agace au plus haut point, c'est quand on n'est pas réaliste devant les buts. L'année dernière, ça m'a rendu dingue, pareil, parce qu'on loupe un nombre d'occasions incalculable. Là, ça recommence. Et franchement, quand on voit les attaquants qu'on a dans l'équipe, je ne comprends pas comment c'est possible. Alors hier, ok, le gardien de Lyon fait de superbes arrêts, mais par exemple, voilà, la tête de Gaëtan Laborde qui rebondit sur le défenseur et sur le poteau, enfin, il y a quand même largement mieux à faire. C'est pas le défenseur est bien placé, certes, hein, mais il y a largement mieux à faire sur cette action-là. Voilà, donc on n'a pas su profiter des occasions qu'on est en première mi-temps. Honnêtement, je l'ai très mal senti à 0-0 à la mi-temps. Je savais qu'on allait payer cher après et ça a pas loupé. Je suis Parce que témoin, voilà, j'ai on eu est mon message tombé, WhatsApp ouais. habituel Non, non, ouais. je le sentais pas du tout. Franchement, en plus, je les ai vus complètement plongés physiquement. Ça aussi, il faudra qu'on en parle. Je comprends pas, mais qu'on est plongé physiquement comme ça en seconde mi-temps. Donc, c'était couru d'avance qu'on allait se prendre des buts. Et voilà. Bon, après, voilà, le reste de l'équipe a pas été très très bonne non plus. Mais c'est vrai qu'offensivement, on est trop peu réaliste. Malgré le nombre de buts qu'on marque, parce qu'on se crée énormément d'occasions, on n'est pas assez réaliste devant les buts. C'est un constat que je fais en tout cas. Noah, du coup, bah, le partage de manque de réalisme, enfin, je pense qu'on le partage tous, le constat, pardon, de manque de réalisme. On le disait, hein, c'est encore pas une fois pour dire, on l'avait prédit, mais on a des yeux, nous aussi, on avait bien vu que sur les derniers matchs, il y a quand même beaucoup de situations qui étaient mal gérées, notamment face à Montpellier, et je me souviens qu'on a tous dit face à Lyon ou face à Monaco, ça passera peut-être pas. Bon bah, malheureusement, c'est exactement ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu en penses? Et au-delà de partager ce constat qui est partagé par tout le monde, je pense, quelle est la solution pour toi? Est-ce que ça passe par le banc, par exemple, maintenant qu'on a un peu plus de choix et un peu plus d'options pour renouveler, pour réinjecter cette attaque et puis voir si c'est une question d'homme, c'est une question de fatigue mentale. Je sais pas. Toi, sur le banc de l'OGC Nice, demain, quelle est la première piste que tu creuses pour revitaliser tout ça? Alors moi, si je suis francaise et qu'on me demande d'établir ce trio offensif, pour moi, dans les trois de devant qui étaient alignés hier, je pense que Evan Guessant est indéboulonnable au vu de sa saison. Alors oui, c'est une saison à 10 buts. Il a des stats, mais dans le jeu, ce qu'il propose en termes de percussion offensive vers l'avant à la récupération du ballon, c'est vraiment très 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 solide. Et j'espère d'ailleurs, on sait jamais si le au bord de Niçois nous écoute, si on va en Ligue des Champions. Monsieur River, Monsieur Maurice, gardez-le, s'il vous plaît. Il peut nous aider, on en aura besoin parce que dans des matchs clés, il pourra nous aider. Je me projette déjà en Europe, mais on n'a pas fini la saison. Concrètement, Gaëtan Laborde, moi, c'est vrai que comme l'a dit Jérémy, il perd un peu en efficacité ces derniers matchs-là, mais concrètement, je trouve que ça reste quand même un très bon numéro 9. Voilà, il fait ses matchs. Moi, je trouve Gaëtan Laborde excellent dans sa qualité de pressing. Enfin, j'ai jamais vu un numéro 9 courir autant au pressing. C'est lui qui le déclenche à chaque fois sur toutes les situations de pressing niçoise face à Lyon hier. C'est Laborde le premier qui se met à courir et toute l'équipe le suit. Donc ça prouve la qualité de meneur qu'il est, la qualité de leader qu'il est sur le terrain. Maintenant voilà, Mohamed Ali Chouk, c'est un peu plus compliqué. Alors oui, comme je l'ai dit en introduction, c'est un joueur qui a de la technique, techniquement il est bon, etc. Récupération du ballon, pareil. Mais c'est dans les 30 derniers mètres qui manque d'efficacité. Malheureusement, voilà, sur les centres, c'est pas assez précis. Et donc, moi, si on me demande, concrètement, je préférerais mettre un Sofiane Diop ou même un Jérémy Boga. Alors, il faut laisser le temps à Jérémy Boga de se remettre en jambe parce que il nous a fait, entre grosses guillemets, rêver la saison dernière. Moi, franchement, c'est un joueur que j'ai adoré sur la saison dernière, Jérémy Boga, de par sa qualité de percussion, sa qualité technique. Maintenant, si pour s'assurer, entre grosses guillemets, une fin de saison tranquille, pour moi, il devrait y avoir un turnover mis en place entre Mohamed Ali Chaud et Sofiane Diop. Et puis évidemment, moi, j'aimerais énormément, et je pense que c'est un souhait partagé par toi, Sky, et par toi, Jérémy, et par tous ceux qui nous écoutent, voir ce que ça peut donner, Terem Moffi, sous Francaise. Parce que voilà, Francaise, on fait que des éloges sur ses qualités de tacticien, etc. Et voir Terem Moffi qui, alors certes, a peut-être un peu le même plan de jeu, les mêmes situations
que Evan Guessant, voilà, un joueur qui cherche constamment la profondeur, qui ne joue pas qui ne joue pas à la récupération du ballon, forcément. Terem Moffi, c'est un numéro 9 qui a besoin que les milieux l'envoient en profondeur, et de par sa qualité de percussion, il fait la différence dans la course et il se retrouve dans un contre directement face au gardien. Donc, voilà. Maintenant, on attend de voir. Après, voilà, comme l'a dit Jérémy, je pense que c'est un tout. Il y a eu, voilà, les attaquants qui n'ont pas réussi à planter leur but. Jérémy a fait écho de l'action de Gaëtan Laborde, voilà, qui aurait dû finir au fond. Maintenant, voilà, il y a aussi cette, je sais pas si on peut appeler ça une gêne physique qui s'est déclenchée. J'ai l'impression, comme par magie, à la 60e minute, j'ai vraiment remarqué ça qu'à partir de la 60e, Nice était en deçà en termes de conditions physiques, c'est-à-dire ils couraient après les ballons et c'était lent, il y avait plus de pressing. On a laissé Lyon faire et on l'a payé cash 2 buts en 5 minutes et donc voilà, ça nous fait défaite. C'est quand même compliqué de dire que t'as plongé physiquement face à une équipe qui s'est tapé un déplacement en Roumanie dans la semaine, hein. Mais bon, C'est ce que je voulais évoquer après, justement. Plusieurs matchs par semaine, ouais. ouais, ça c'est autre chose. Bon, vous l'aurez compris, chers auditeurs et auditrices, voilà la question de savoir maintenant qu'on a plusieurs armes devant, comment on va les intégrer. C'est vrai que, alors, je vais peut-être un peu m'avancer parce que nouvel entraîneur, nouvelle saison, c'est des choses différentes. On se souvient quand même que Jérémy Boga était un peu devant Mohamed Ali Chaud dans la hiérarchie. Bon, les deux peuvent jouer ensemble, chacun d'un côté. Peut-être d'ailleurs que ce côté gauche, il est davantage préférentiel pour Jérémy Boga. Bon, ça après à voir selon la tactique évoquée. Donc, pour moi, c'est peut-être le changement le plus logique à instruire en premier, si la forme physique de Jérémy Boga le permet, bien évidemment. Evan Guessant semble intouchable, déjà par son activité, par son statut qu'il a acquis cette saison, et effectivement, voilà, à voir comment le faire jouer avec Terem Moffi. On n'a pas trop parlé de tactique, parce que moi, l'intégration de Sofiane Diop, que j'ai pas cité à l'instant, je veux bien. Est-ce que vous pensez vraiment que Sofiane Diop, sur ce côté gauche, ça serait vraiment pertinent? Bon, avec des pistons, est-ce que Melvin Barr, du coup, prendrait pas plus de volume à gauche? Ça permettrait à Sofiane Diop de vraiment se réaxer. C'est une chose. Je trouve qu'on l'a quand même bien vu briller cette saison dans un système, en 4-2-3-1. Est-ce que le retour à la défense à 4 aussi serait pas une possibilité pour un peu mieux tenir le ballon? Moi, alors je sais que c'est voulu, hein, du coup, que c'est pas nécessairement une contre-performance. Mais quand je vois que tu as 37% de possession de balle à domicile, ouais, est-ce que tenir davantage le ballon, ça t'aurait pas évité de perdre éventuellement la rencontre en fin de match? Voilà, je ne sais pas, mais c'est toutes ces options-là qui sont sur la table. Je dis pas qu'il y en ait une qui est meilleure. Je dis pas qu'on aurait gagné le match avec une défense à 4, mais jusqu'aujourd'hui, il y a quand même une certaine palette de choix qui s'offre à Francaise pour les prochaines semaines. À voir quelles solutions seront retenues par le technicien niçois tant que Terem Moffi est disponible pour le match au Louis II et qu'il leur met la misère comme il le fait à chaque fois. Voilà. Après, le reste, il n'y a pas de souci. Bref. C'est notre petit point sur l'attaque. Vous avez remarqué qu'on a passé beaucoup de temps pour n'apporter aucune réponse. Voilà, c'est un talent, hein, vraiment. On travaille ça tout au long de l'année, mais bon, pour On n'est dire pas tacticien. On n'est voilà, pas on tacticien, n'est pas simplement. tacticien. On est en train de t'expliquer. Ouais, on est là que pour aller. Nous, on est des gens mauvais, et en plus de ça, on a fait la teuf toute la nuit parce que le club a perdu. Enfin, ouais. Mais voilà, on était ravis. Nous, on sait que nos audiences vont doubler parce que le club a perdu. C'est même pas vrai en plus. C'est même pas vrai. Mais voilà, donc tout ça pour vous dire, à voir quelles associations offensives seront mises en place par Francaise dans les prochaines semaines. Voilà, on est en train de se réjouir, de se dire on peut aligner le même 11 un peu plus souvent, et du coup bam, on réclame du changement. Voilà, complètement schizophrène, c'est supporters. Passons à la suite. Alors, j'ai pas grand chose à dire sur le milieu de terrain. Je vous laisserai peut-être éventuellement parler individuellement des matchs de Hicham Boudaoui et de Baptiste Santamaria si vous avez des choses à dire. Mais moi, ce qui m'intéresse un peu plus peut-être, c'est la défense. Alors, on va pas revenir sur la question du schéma à 3 à 4. Hein, ça, on en a parlé et ce n'est pas entre nos mains de toute façon. Par contre, moi, alors vous allez peut-être me dire que je me résume à 2 actions et qu'il faut analyser la rencontre dans sa globalité. Moi, sur les 2 buts, j'ai quand même un gros problème qui est que j'ai du mal à pas voir la défense fautive sur les 2 buts en fait. Alors bon, vous allez me dire, oui, en même temps, s'il y a un but, c'est forcément qu'il y a une erreur. Bon, ça d'accord. Mais alors, si je dis pas de bêtises, sur le premier but,
tu sais pas trop pourquoi il se retrouve qu'à 2 et du coup, le Lyonnais, il est quand même pile poil entre les deux défenseurs et tu vois bien qu'il y a un gros trou et qu'il manque quelqu'un. Tu le vois, enfin, je veux dire, visuellement, tu vois, t'as même pas besoin d'avoir de connaissances tactiques, tu vois qu'il y a un endroit, il y a un trou qui est exploité immédiatement et ça fait sanction. Et alors, sur le deuxième but, la frappe est magnifique, rien à dire, mais tout le monde le laisse armer sa frappe et Bulka, il y a 10 mètres, j'exagère, mais alors Bulka, il laisse aussi quand même bien la possibilité d'être sûr de se faire lober ou en tout cas que la balle soit positionnée hors de sa portée. Donc, moi, je me dis qu'il y a quand même aussi eu des petites erreurs individuellement en plus de la part de notre défense qui ont permis ces 2 buts en fin de match. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous pensez que je suis vraiment dans la fameuse culture de l'instant, mais là, j'ai l'impression qu'il y a eu 2 couacs quand même qui ne remettent pas en cause tout le reste qu'on peut dire de bien sur cette défense à 3, mais qui ont été punis coup sur coup par les Lyonnais. Ouais, et en fait, on avait déjà un peu parlé de ça aussi, il me semble, je sais plus pour quelle émission, on avait dit que généralement, en fait, enfin, moi je trouve qu'on défend un peu trop bas. Je sais pas. Alors, soit on met un super gros pressing dans le camp adverse, soit on défend super bas. Il y a jamais entre deux, j'ai l'impression, avec cette équipe. En fait, Et là, je trouve que la ligne est un peu sur la ligne de la surface de réparation et voilà, jamais 5 mètres plus haut, en fait, quoi. c'est ça. Et bon, après là, pour moi, c'est un mélange déjà de, les Lyonnais ont marqué 2 très beaux buts, il faut le dire. Et après, voilà, c'est sûr que des fois, je trouve qu'on est un tout petit peu trop attentiste sur ce genre d'action. Là, voilà, on l'a payé cash. Notamment, bon, après le deuxième but, la frappe est quand même magnifique, elle est super dure à arrêter. Même si je trouve que Marcin Bulka est un petit peu trop avancé. Mais voilà, Je sais pas pourquoi il est autant avancé. je dis pas qu'il serait allé la chercher dans la lucarne s'il avait été Ouais, sur ça sa aurait été ligne, dur, hein. mais Ouais, là, t'es ça aurait été sûr dur. que si elle est cadrée, c'est impossible pour lui Ouais. de rêver d'aller la chercher. Enfin. Mais ouais, c'est un peu un mélange de tout, hein. Ils sont un peu trop attentistes parce que comme tu l'as dit, il a le temps, Ernest Noma a le temps de tirer. Sur le premier but de Cherki aussi, c'est un petit peu lent. Et voilà, quand tu joues contre des joueurs qui ont cette qualité technique-là, et en plus qui viennent de rentrer en jeu parce que les deux sont entrés en jeu en cours de seconde mi-temps, c'est tout de suite plus compliqué. Donc voilà, pour moi, c'est pas forcément une erreur à chaque fois d'un joueur ou quoi. Voilà, comme tu l'as dit, c'est plus collectif. Mixé à 2 très beaux buts aussi de la part des Lyonnais. Bon, Jérémy a tout dit, hein. J'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est pour revenir sur ce que tu as dit, Sky, et peut-être rebondir sur des erreurs individuelles. Je trouve que le premier but vient d'une mauvaise relance de Santa Maria, si je dis pas de bêtises. Dans tous les cas, je pourrais pas me prendre une sauce sur Twitter car c'est pas Rosario, donc c'est bon. Alors, simplement, voilà, c'est une mauvaise relance de Santa Maria, je crois, qui lance totalement l'offensive et l'armada lyonnaise. Et puis voilà, quand t'as Ryan Cherki à la baguette et à la finition, que t'as Ernest Nuama qui est présent avec une telle vivacité. Et puis voilà, Georges Mikotadze aussi, qu'on n'a pas trop vu, certes, mais voilà, quand t'as une armada offensive comme ça qui rentre, bon, voilà, il faut faire avec, hein, il faut essayer de garder l'esprit tranquille et de tenir le choc. Et puis voilà, Jérémy a très bien évoqué, et toi aussi, Sky, l'erreur de placement de Bulka sur le deuxième but et cette frappe qui, bon, on aime le foot, mais voilà, elle est sublime. C'est vraiment, on n'en voit pas tous les jours des buts comme ça. Et simplement aussi, je trouve que, alors, c'est compliqué à le tailler, mais malheureusement, je suis obligé, je fais une analyse et pour moi, je pense que Dante peut être plus tranchant. Alors, il fait son repli défensif, certes. Il court en arrière en fait. Il fait des pas arrière pour se replacer, mais je trouve que malgré tout, je pense que Dante peut stopper sa course et essayer au maximum de gêner Nuama. Après, voilà, comme tu l'as très bien dit, Sky, que ce soit sur le premier ou le deuxième but, voilà, Nuama il se retrouve que face à Dante en termes de défense et Ryan Cherki est au milieu de deux Niçois. Donc voilà, c'est vraiment alors que de base on est censé être à 5 en repli défensif. Donc voilà. Alors on en a parlé hors antenne, mais je l'évoque tout de suite. Je ne pense pas qu'il est temps d'évoquer un retour à 4, même si j'aime pas trop le système à 5 défenseurs. Mais bon, pour moi, je pense qu'il n'est pas temps de remettre en question la tactique de Francaise. Elle a très bien marché. Maintenant, il faut faire en sorte qu'elle marche contre les gros.
Bon, jusque-là, c'était plutôt le cas. Là, c'est ce premier couac et je pense que Monaco servira de révélateur si c'est toujours la même tactique qui est employée d'ici là. Il y a un match d'abord à la maison face à Auxerre qu'il faudra absolument gagner. On en parlera dans les dernières minutes de l'émission, bon, qui ont peut-être pas tardé, vous me direz, parce que des émissions de défaite, malheureusement, quand on arrive à la 25e journée, il n'y a pas non plus grand-chose de nouveau à dire à part mince, on est triste. Mais voilà, une fois que ça s'est fait, après... c'est quand même plus très intéressant. On va parler un peu du coaching peut-être. Bon, un coaching qui a été au final, j'ai envie de dire un peu anonyme. Du coup, après c'est pas non plus facile peut-être, notamment pour les deux derniers rentrants qui rentrent quand le match est déjà tourné à 2-0. Peut-être que on peut retenir, et ça fait écho à ce qu'on disait au début, une bonne entrée, une entrée pleine de caractère, même s'il n'a pas été nécessairement décisif de Sofiane Diop. Après, je sais pas si vous avez quelques mots à dire sur les autres entrants que j'ai trouvé peut-être un peu plus, les autres entrées un peu plus anecdotiques. Ah oui, totalement. Moi, désolé, mais alors, rien à dire sur les entrées. Il n'y a pas eu grand-chose, à part un peu de Sofiane Diop. Les autres entrants, franchement, ouais, rien du tout. Ok, ça le mérite d'être clair et concis. Merci. Voilà. Ça apprendra à poser des questions à la con aussi, moi. Je me rappelle, franchement, je me rappelle juste d'un tir de Boga au-dessus en fin de match, mais sinon, franchement, ouais, rien à dire. Voilà. Et si Sky, voilà, tu me retournes la parole, je pense qu'il n'y a pas, il y a pas grand chose à rajouter. Les entrants ont été même pas anonymes, j'ai envie de dire fantomatiques. C'est malheureux hein, quand on connaît le niveau de Sofiane Diop. Depuis le début de l'émission, j'ai l'impression de porter un étendard Sofiane Diop président. Ouais. Mais bon, concrètement, voilà, il a été fantomatique. Et bon, je pense que il est temps quand même d'essayer d'expliquer pourquoi à partir de la 55, 60e, on a été cramé physiquement alors que Lyon a joué il y a 3 jours. Normalement, c'est l'inverse. C'est eux qui devraient être cramés et c'est nous, on en a pâti pendant tout le match, pendant tout le reste du match et c'est ce qui nous coûte cette victoire parce que simplement, pour moi, et c'est malheureux, mais s'il suffit d'être plus efficace et je pense que si tu rentres à la mi-temps avec 1-0, à mon avis, il se passe pas ce qu'on a vu en toute fin de match. Nice sait faire le dos rond. Nice sait garder un score. Alors, on ne demande pas à Franquès d'adopter une stratégie à la Francesco Farioli et de faire des 1-0 tous les matchs, Non, parce que je pitié. pense qu'on va finir en infarctus du myocarde avant la 34e journée, donc on va mourir. On y a survécu cette saison, voilà. Voilà, c'est ça. On y a survécu, donc voilà, essayez, même pas essayer de retrouver de la créativité, parce que je sais qu'il y a de la créativité dans cette équipe, on le sait. Maintenant, voilà, il faut que ce match serve de, entre grosses guillemets, détonateur mental dans la tête des joueurs de l'OGC Nice afin de voilà repartir du bon pied. Et tu l'as dit, Sky, voilà, il y a un match vendredi soir face à Auxerre qui nous attend. Est-ce que justement on passe à la suite des événements ou est-ce que vous avez quelque chose encore à dire sur cette rencontre face à Lyon? Non, on peut y aller, hein, je crois. Non, pitié, on s'est déjà imposé une demi-heure pour en reparler, c'est déjà trop. Hein. Bon, voilà. Voilà, j'ai ressassé des souvenirs mauvais, ça c'est pas possible. Ok, pas de souci. Allez, passons à autre chose. Passons à la suite. L'OGC Nice aura le plaisir d'ouvrir la prochaine journée de Ligue 1, la 26e journée. Réception d'Auxerre. Bon, Auxerre qui nous avait battu au match aller tout début du mois d'août. On le rappelle, qui est pas si mal classé que ça, la 11e place avec 31 points. Donc bon, une réception. On va pas dire qu'il faut se méfier de tout le monde. En vrai, si. Mais en tout cas, un match quand même à la portée de l'OGC Nice face à une équipe qui devrait quand même proposer une meilleure opposition que les précédentes sorties du gym. On va pas rappeler cette série de 3 matchs que vous avez bien tous et toutes en tête. Surtout, messieurs, ce que j'ai envie de retenir, c'est que l'OGC Nice, en s'imposant selon le score, pourrait en tout cas déjà rattraper Marseille au niveau des points, et peut-être de la différence de but. Et on n'oublie pas que ce week-end, c'est aussi le classique, comme on l'appelle, le match, Paris Saint-Germain-Marseille. Donc du coup, supputons une victoire et espérons sur un score large du Paris Saint-Germain. Donc il y a encore une très très belle opportunité pour l'OGC Nice. En réalité, là on n'en est même pas de parler de faire un coup, c'est si la logique sportive s'applique dans les deux matchs, normalement l'OGC Nice doit finir le week-end sur la deuxième marche du podium. C'est quand même finalement, après avoir perdu à la maison face à Lyon, une très bonne nouvelle. Les autres matchs qui pourraient plus ou moins nous concerner, il y a notamment un Lens-Rennes, un Angers-Monaco et un Nantes-Lille. Donc bon, quand même,
deux de nos adversaires qui jouent à l'extérieur. Alors pas face aux mieux classés de Ligue 1, effectivement, mais on a vu quelques surprises de ce côté-là ces dernières semaines. Lyon recevra le Havre, ce qui est quand même nettement moins enthousiasmant pour nous sur les perspectives de gratter des points. Voilà, j'ai un peu fait le tour d'horizon de la prochaine journée. Pour moi, si on est sérieux, si on fait le match qu'il faut face à Auxerre, c'est-à-dire une jolie victoire 2-0, et que Marseille de son côté perd sur un octuplé de d'Ousmane Dembélé, tu peux finir le week-end confortablement en deuxième, et après en espérant que, je pensais notamment à Lille et Monaco, l'un des deux fasse un faux pas à l'extérieur. Enfin, ça pourrait être très 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 bien avant une trêve internationale qui s'annonce bientôt. Bah, de toute façon, on a utilisé notre joker en perdant hier soir, donc si on perd contre Auxerre, on peut avoir Monaco et Lille nous dépasser et Lyon revenir déjà à un point. Ça va très vite. Moi, je vois plus ça plutôt que de reprendre la deuxième place à Marseille pour l'instant. Après, sur le match contre Auxerre, évidemment, c'est 3 points, victoire. Il n'y a pas trop d'autres attentes à avoir, je pense. C'est un match très important d'un point de vue comptable et se rassurer avant le déplacement à Monaco. Voilà, il faut vraiment absolument gagner ce match parce que je pense pas que Monaco, Lille et Lyon vont perdre des points sur la prochaine journée. Donc il va falloir que nous on assure vraiment de notre côté cette fois en faisant un match très très sérieux. Bon, Lille, on le rappelle quand même, qui sort d'une toute petite victoire face à Montpellier, qui joue en plus un match de Ligue des Champions dans la semaine. Donc bon, peut-être que j'y crois à mort, mais voilà, hein, il y a quand même des possibilités face à Nantes. Ils sont vraiment nuls, et à part contre nous, de toute façon, ils jouent pas au foot, donc laissez tomber. Je suis en train de faire des espoirs tout seul. Non, mais enfin, j'essaye de prendre un truc dans cette émission, mais bon, l'honnêteté intellectuelle me dit genre non frère, qu'est-ce que tu leur racontes? Ouais, c'est bon, Angers, ils se sont pris 6 buts en 2 matchs. Non mais c'est quoi ce calendrier là aussi, sans déconner. Enfin, nous on essaie de garder des raisons d'y croire la Ligue. Qu'est-ce que vous nous faites là? Bon, voilà, je vais me concentrer sur Brest-Reims et Strasbourg-Toulouse. Voilà, j'en suis là. Noah, pardon, entre ma propre schizophrénie à couper ton intervention. Donc, comment ça va se passer ce week-end? Vas-y, vends-nous du rêve. Non, si faut m'écouter en tant que supporter, on gagne tous les matchs qu'à la fin de la saison, mais c'est pas possible, hein. Ouais. Concrètement, hein, ça m'étonnerait grandement. Non, mais simplement, voilà, on a un match qui est quand même plus facile face à un moins bien classé qui est Auxerre. Attention quand même, parce qu'ils ont mis 3 briques à l'OM. Donc voilà, attention que c'est une équipe qui est forte face au gros du championnat. Putain, je suis content qu'on puisse enfin appeler l'OGC Nice un gros du championnat qui joue un peu les premières places. Ça fait plaisir, hein. Ouais, grave. Donc voilà. Bah, toi aussi, tu vois, je mets tout seul moi aussi dans ma propre schizophrénie. Très bien. Et non, plus concrètement, voilà, on peut revenir à hauteur de points avec l'OM. Et puis voilà, très chers amis marseillais qui nous écoutent, et moi, mes amis marseillais m'écoutent pour m'apporter tout le soutien. Les frères, je vous en supplie, il n'y a pas un monde où vous gagnez Paris, genre vraiment, j'en ai beaucoup qui m'ont dit, mais t'inquiète pas, ils vont prendre 4-0 contre Liverpool, sonner, et nous on arrive au Parc des Princes, on gagne. Les gars, il n'y a pas un monde, au vu de la forme actuelle de l'Olympique de Marseille, et au vu de la forme actuelle du Paris Saint-Germain, que vous puissiez espérer gagner. Enfin, je dis ça en toute objectivité, hein, non pas parce que ennemi de l'Olympique de Marseille, etc. Donc voilà, je pense sincèrement que il y a un coup à jouer. Bah déjà parce que on ouvre la journée. Donc simplement, si on gagne contre Auxerre, on est assuré d'être au minimum troisième. Et donc on continue notre marche en avant. Et on met la pression sur nos adversaires directs pour la suite du week-end. Bon, alors je suis obligé, Exactement. Noah, déjà chat noir de ouf là. Enfin, vraiment chat noir de ouf sur PSG Marseille. Hein, vraiment, mettez votre PEL sur une victoire de l'OM. Là, la cote elle doit être avantageuse. Et en plus, bon, c'est gentil de dire tous nos amis marseillais qui nous écoutent pour nous donner de la force. En réalité, il y a Brice et c'est tout. Du coup, voilà. Non, Oui, je plaisante. il y a Brice si Non, si il doit y Brice en nous avoir écoute, d'autres, et mais même bon. Fessal, hein. Voilà, on pense d'abord quand même à nos amis de la famille Sports Content et de la famille Avantinissa, hein, pour Brice quand même, surtout. On pense à eux d'abord, mais ouais, non, mais faites-vous turbo-fister par le Pour une PSG, raison. on s'en fout, quoi. Non, mais sans déconner. Enfin, voilà, on vous aime bien, mais en fait non, quoi. Bon, bref, voilà, ce sera la clôture de cette émission. On vous aime bien, mais en fait non. Ça résume bien notre relation avec pas mal de supporters d'autres clubs. Vous avez le calendrier en tête, ne reste qu'à marquer sur votre calendrier celui de la prochaine émission d'Avantinissa.
Ouais, allez, on va se chauffer pour samedi matin. Je pense que c'est encore ce qui est le mieux, hein, histoire de se débarrasser de ça dans le week-end une fois qu'on aura perdu 1-0, tu vois. Ça me semble. Il y a toujours Gauthier Hein ou pas? Non, il y a plus Gauthier. Ah Je non, pense. oui, ouais. Non, il est plus là, lui. Cheveux bleus. Est-ce Monsieur Teinture Bleue n'est plus là. Est-ce qu'on Voilà, a ça nous raconté cette rassure. histoire légendaire Je me rappelle plus, mais c'était incroyable. Ouais. dans l'émission où on va voir un Isocère avec Jérémy. Jérémy arrive au stade, nous dit vous inquiétez pas les gars, on perd 1-0, but de Gauthier Hein, et exactement ce qui s'est passé. Non, c'était première mi-temps. J'espère. Non, on a fait un partout. On a fait un partout. On a fait un partout. Et je crois que c'était juste avant la mi-temps. Il y a Gauthier Hein qui marque. Et toi, tu m'envoies, t'abuses ou je sais plus ce que tu m'envoies. Genre, c'était exactement ça. Ce qu'on avait vu. C'était de ta faute, voilà. Non, mais bon, on peut prendre toujours un doublé de Gaëtan Perrin ou un truc comme ça. Hein. Enfin, il y a toujours des moyens de se faire peur. Hein. Voilà, c'est la Ligue 1, c'est la Ligue des talents. Bref, il est temps que cette émission s'arrête. Merci d'avoir passé ce moment avec nous encore. On espère que les émissions de victoire reviendront très très vite, parce que la thérapie, ça va 5 minutes. Mais je pense que la Ligue des Champions serait quand même le meilleur remède à nos différentes déficiences mentales, de toute façon. Donc dès la semaine prochaine, on espère dès le week-end prochain revenir sur la route aux étoiles. D'ici là, c'est quand même pas très grave, tout va bien. L'OGC Nice est toujours sur le podium. Il y a bien pire, comme la semaine de pluie qui nous attend pour ceux qui ont la chance de vivre sur la Côte d'Azur. Allez, à très vite, passez une bonne semaine et Issa Nissa. Issa Nissa. Issa Nissa.